Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, FAQ Barça Valladolid après la victoire du Barça hier soir et juste avant l'Inter. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, je suis encore un petit peu malade, la vidéo sort assez tard parce que j'ai hésité à la tourner, franchement j'ai fortement hésité, mais on va y aller. J'avais mis une boîte à questions et je me suis dit il faut, tu vois. Ça serait quand même dommage de dire je vais faire une FAQ, que les gens posent des questions et t'y répondent pas quoi. Voilà, donc on y va. On commence tout de suite avec quelques questions. Je vais pas prendre toutes les questions non plus, hein. Vous le savez, il y a beaucoup de questions entre Discord et Instagram. Je vais pas prendre toutes les questions de Discord ni toutes les questions d'Instagram. Oui. On commence avec Phil qui dit salut café, salut Phil. Qu'as-tu pensé du match de Christensen contre Valladolid? Je ai trouvé son match assez intéressant. Chose assez étonnante, il a joué le match en entier, je crois. Il est pas sorti. Il a été plutôt intéressant. Il s'est montré intéressant dans son adaptation en fait surtout. Vous savez, le piège du hors-jeu, voilà, le temps qu'on assimile un peu la chose. On avait vu un retour de Ronald qui avait été peut-être un petit peu plus compliqué, le temps de s'adapter à ce système-là, en tout cas cette façon de jouer plutôt. Et Christensen s'est plutôt bien adapté. Enfin, en tout cas, vous avez tous l'action en tête où à un moment il s'arrête d'un coup, il met le gars hors-jeu. Voilà, je pense que de toute façon, en termes de profil, Christensen c'est un joueur qui pourra parfaitement s'adapter à ce que veut Flick. Maintenant, est-ce que c'est un joueur qui va rester? On sait qu'il est fragile physiquement, qu'il a tendance à beaucoup se blesser, donc on ne peut pas vraiment compter sur lui sur toute une saison. Donc c'est compliqué. Si le coach se dit je vais pas pouvoir compter sur lui, on va peut-être le mettre en vente, peut-être que lui, je sais pas. Aux dernières nouvelles, il voulait rester quand même. Mais je sais pas ce qui va se passer avec Christensen. Parce que ça parle d'aller chercher Jonathan Tah, tout ça. Donc si on va chercher Jonathan Tah, il faut bien qu'il y ait un défenseur qui parte, je pense, sinon ça fera peut-être un peu trop. Il y a Inigo Martinez, il y a Cubarsí, il y a Ronald, il y a Eric qui peut jouer en défense, peut jouer un peu partout, mais Eric Garcia, Christensen. Si on va chercher Jonathan Tah, plus il y a des potentiels jeunes qui vont pas tarder aussi à arriver. Enfin, ça fait quand même pas mal de joueurs. Même si Inigo, il va rester qu'une dernière saison, je pense. Mais ça fera peut-être trop, je ne sais pas. Après, quand je dis ça va faire trop, on va me dire ouais, mais vaut mieux trop que pas assez. On n'est jamais à la... Oui, mais moi je vous parle de... dans la rotation, ça va peut-être freiner certains joueurs. Peut-être que Jonathan Tah, si on a déjà 4 ou 5 défenseurs, peut-être qu'il va se dire moi ça sert à rien que je vienne parce que je vais pas avoir beaucoup de temps de jeu. Si Flick lui dit si t'inquiète, tu vas avoir beaucoup de temps de jeu, qui en aura moins. Du coup, celui qui en aura moins, il va vouloir peut-être partir, tout ça. Donc c'est pour ça que je dis ça fera peut-être trop de joueurs. Ensuite, on a Elvam qui dit hello café, salut. J'espère que tu vas bien. Bon, écoute, t'es en survie. Perso, j'arrive pas à comprendre le disrespect envers Martin, GG le GOAT. Le gars, à chaque fois qu'il a joué, il a fait assez bien le job. Pour un remplaçant gratuit en plus, c'est énormissime. Et là, il finit homme du match, MVP. Comparé à Forte, Tia, totalement flop. Ça, c'est un truc, les gars, pas la peine de vouloir comparer ou tomber sur un joueur pour glorifier l'autre. Je le conseille pas. Restons sur Gérard Martin. Je pense que les fans sont facilement impressionnables par une ou deux accélérations ou quelques passements de jambes et ne considèrent pas comme il faut tout le côté ingrat comme la défense, la solidité, duel aérien, tout ça. Ce qui est pour moi beaucoup plus important quand tu dois combler partiellement toute la palette de Baldé. Au moins, il y a une certaine solidité derrière. C'est un roman. Merci pour ton roman. Non, en vrai, oui, c'est une bonne question. C'est un bon, on va dire, point de vue de se dire que oui, la plupart des fans, des supporters restent focus sur le côté un petit peu technique, la vitesse, le côté offensif en fait. Sachant que c'est un latéral et que de base, le latéral est censé aussi défendre. Par exemple, si vous posez la question dans notre vie de supporter, on va dire, ou ceux qui ont vécu cette époque-là, si préférez Daniel Alves en tant que latéral ou Eric Abidal par exemple, et je pense que tout le monde va dire Daniel Alves. Moi-même, je vais vous dire Daniel Alves, je préférais le côté offensif de Daniel Alves plutôt que le côté plus défensif d'Eric Abidal. Et pourtant, ça voulait pas dire que Eric Abidal était un mauvais joueur. Maintenant, je suis pas en train de vous dire que Gérard Martin, parce qu'il est que défensif, ou qu'il est moins beau à avoir joué offensivement, voilà. Je vous dis pas que ça reste quand même un bon joueur, ça reste très limité évidemment pour le Barça et encore une fois je pense que c'est la vision des supporters, elle est plutôt là, c'est plutôt là que ça se passe, c'est dans la vision par rapport le joueur par rapport au club. C'est-à-dire que oui, c'est le Barça, en plus on joue de manière très offensive cette saison et on joue de très belle manière aussi, on a retrouvé un beau jeu, tout ça, et d'avoir un joueur comme Gérard Martin qui a clairement pas le niveau
pour être titulaire au Barça, c'est évident, et qui n'est clairement pas dans le profil offensif, qui va aider, qui va percuter, qui va apporter offensivement. N'ayant pas ce profil-là, eh bien forcément les supporters vont plus avoir tendance à dire ouais il est dégueulasse et machin et machin. Même si par moment il peut sortir des perfs qui sont tout à fait honnêtes, tout à fait correct par rapport à son niveau de jeu. Lui qui arrive du Barça B et donc de la division 3, il faut le rappeler quand même. Donc forcément, tu peux pas en attendre de lui un truc exceptionnel. J'ai toujours tendance à dire ça et je l'ai déjà dit. Après, il y en a qui veulent pas comprendre ou qui ne comprennent pas ce que je veux dire, mais quand je vais juger ou critiquer certains joueurs, je vais juger les joueurs par rapport déjà à leur talent, par rapport à leur niveau, par rapport à leur expérience en fait. Je vais prendre le background du joueur derrière, tu vois. Par exemple, si je juge Lewandowski en attaque, je vais pas juger de la même manière Lewandowski, les perfs de Lewandowski et les perfs de Pau Vitor par exemple, au même poste. On va pas dire que si Pau Vitor marque pas dans un match, dire oh, c'est catastrophique Pau Vitor, Lewandowski l'aurait marqué. Tu vas pas comparer les deux. Lewandowski a 150 ans d'expérience, il a gagné la Ligue des Champions, il a tout gagné, il marque 50 buts par saison. Quand il était au Bayern, il marquait des buts à l'appel. Il fait partie des meilleurs buteurs européens de ces dernières années. Tu ne compares pas avec Pau Vitor qui vient d'arriver de la B et qui jouait en Division 3 la saison dernière. Certes, qui a fini meilleur buteur, mais qui jouait en Div 3. Et pareil avec Baldé. Baldé est un jeune joueur qui manque d'expérience, mais son profil déjà, il a un profil explosif. Très rapide que Gérard Martin n'aura jamais de sa vie, même en voiture il roulera pas aussi vite que Baldé. Donc tu peux pas comparer, déjà les profils des joueurs sont différents. Et puis Baldé, même si c'est un jeune joueur, ça fait quand même quelques saisons qu'il est là en équipe première. Ça fait 3 ans même s'il y a eu les blessures, tout ça. Donc déjà, en termes de confiance en lui, il est un peu plus avancé qu'un Gérard Martin qui vient juste d'arriver, tu vois. Donc voilà. Mais il faut prendre tout ça en compte à chaque fois, je pense, pour juger les perfs des joueurs. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à plus facilement tomber sur les joueurs comme ça. C'est un fait, c'est comme ça. Ensuite, il y a Parolier qui dit « Salut tonton ». Salut Parolier. Penses-tu que les interistes seront aussi cruches que la dernière fois? Ou puis-je continuer à considérer l'entame de match comme seul motif ayant conditionné ce match aller? Évidemment que l'entame de match a conditionné le match. Enfin, la physionomie, quoi. C'est sûr, quand tu prends un but au bout de 30 secondes, derrière, l'Inter, c'est une équipe qui est solide. Donc, qu'ils marquent ou pas, ils auraient joué comme ça, déjà, d'entrée à poser un bus et à jouer les contre-attaques à fond. Donc, qu'ils marquent ou pas, ça changeait rien, tu vois. Mais le problème, c'est qu'ils ont marqué très rapidement sur leur première occasion. Et derrière, ben, ça pose le bus. Et nous, on a un petit peu plus de mal, le temps de rentrer dans le match. Je vais pas dire par chance, mais en tout cas, ils mettent le deuxième but sur un coup de pied arrêté sur corner. Et voilà, là, ça fait une entame de match assez folle. Et un Barça qui doit très rapidement dans le match, remonter de 2 buts. Heureusement, on l'a fait. On est revenu au score et puis après, voilà, 3-3. Mais évidemment que ça conditionne le match. C'est sûr, c'est sûr. Donc au match retour, il faudra faire une entame de match digne de ce nom, digne d'une demi-finale de Ligue des Champions et pas attendre 1000 ans pour entrer dans le match et ah oui, non. Faut vraiment être concentré dès le début. Parce que si t'encaisses chez eux d'entrer au bout d'une minute, ça va être dur. Je dis pas que ça va être insurmontable. On connaît ce Barça qui a tendance à faire pas mal de remontada cette saison. Mais attention, il faudra prendre évidemment ce match au sérieux. Et je pense que l'Inter va encore une fois nous poser beaucoup de problèmes au match retour. C'est évident. On passe aux questions d'Instagram et à Sofiane qui dit une élimination en demi-finale ne serait-elle pas une réussite pour Flick malgré tout? Bon, on n'y est pas encore les gars. Attention, attendez. Comment ça? On parle pas d'élimination comme ça. On n'a même pas encore joué le match. Faut pas apporter l'œil. Oui, c'est une saison réussie quand même parce que tout simplement, sans parler de trophée, de quoi que ce soit, on parle déjà de la gestion d'une équipe et du jeu. Le football, c'est jouer. On joue au football. Après, il faut gagner les matchs, évidemment, et gagner les trophées derrière, en gagnant des matchs. Mais avant tout, transformer une équipe, porter un projet, tout ça, c'est déjà, à partir du moment où le projet fonctionne et le jeu de l'équipe et l'équipe en elle-même est transformée, eh bien déjà, c'est une réussite, c'est une première réussite. Maintenant, après, il faut gagner des matchs en jouant bien. C'est une deuxième peut-être réussite, on va dire ça. Puis après, si tu gagnes les trophées, c'est une réussite. Il a déjà gagné 2 trophées. C'est sa première saison, il vient à peine d'arriver. On pouvait avoir certains doutes par rapport à l'effectif aussi. L'adaptation aussi du coach. Se poser la question s'il allait bien s'adapter. C'est assez spécial, le Barça. C'est catalan, on connaît la presse, c'est tout ça. Le fait qu'il soit pas d'ici, qu'il soit allemand, tout ça. Et au final, il s'est plutôt bien adapté. Les médias ont l'air de plutôt bien l'aimer. Voilà, il y a une bonne relation. Les supporters aussi, l'équipe aussi. Tout ça, ça s'est bien passé. Et puis derrière, il a installé sa manière de voir le foot, en tout cas sa manière de comment il voulait faire jouer l'équipe. Ça a pris très rapidement. On l'a vu même en pré-saison, l'été dernier. Direct. Les premiers matchs, t'as vu direct la différence. Et ça, déjà, j'avais dit, moi-même, en voyant les premiers matchs de pré-saison, je me suis dit, c'est bien.
c'est bien parce que quand tu vois la différence directement, c'est bon signe généralement. Et puis ça a duré dans le temps, il y a eu des ajustements évidemment tactiques, tout ça. Mais déjà c'était, oui, une première réussite que les joueurs accrochent à sa vision du football, ou en tout cas sa manière de jouer, on va dire, de faire jouer son équipe. Et puis derrière, on a remporté des trophées, Supercoupe et Coupe d'Espagne. Donc déjà, oui, on peut dire que la saison, elle est réussie. Maintenant, c'est sûr que si tu gagnes pas la Liga et tu gagnes pas la Ligue des Champions, bien sûr que ça va être frustrant. Mais on peut pas dire que ce serait un échec en soi. Déjà, d'arriver en demi-finale de Ligue des Champions, c'est une réussite. L'objectif, je pense pas qu'au début de saison, il était de gagner la Ligue des Champions, tu vois. Alors c'était quelque chose que tout le monde voulait. L'équipe, les joueurs, le coach, les supporters, tout le monde veut gagner la Ligue des Champions. Ça fait assez longtemps qu'on l'a pas gagné. Je pense qu'on a assez attendu, tu vois. Mais dans des objectifs assez concrets et réalistes, on pouvait pas dire direct avec l'effectif en plus qu'on avait, enfin qu'on a toujours, quoi. On peut pas dire qu'on pouvait aller chercher un triplé facile, que c'était normal, tu vois. Non, si on va chercher un triplé cette saison, la saison elle est exceptionnelle, franchement. Et quand je dis elle est exceptionnelle, ça veut dire que par rapport à l'effectif qu'on a, c'est vraiment exceptionnel d'aller chercher un triplé, tu vois, parce que normalement on n'a pas un effectif vraiment construit pour aller chercher autant de trophées, jouer autant de matchs, enchaîner à si haute intensité avec un si haut niveau, on va dire, de performance. C'est difficile. Normalement, ceux qui font ça, c'est ceux qui ont un gros effectif, qui ont un banc où tu peux te permettre de faire tourner, tout ça. Nous, on a un certain banc, mais c'est vrai qu'en attaque, c'est très limité. Derrière, les remplaçants ne peuvent pas apporter autant que les titulaires. Donc c'est compliqué après de garder la forme jusqu'à la fin de la saison. Donc effectivement, oui, ce serait une réussite. Cette saison. Elle est déjà réussie la saison. Ensuite, il y a William qui dit Baldé, s'il est disponible, doit démarrer contre l'Inter, il faut prendre le risque. Je suis pas d'accord. Pas d'accord avec ça. Non, je pense pas qu'il faut prendre le risque de perdre Baldé encore plus longtemps. S'il y a un risque de rechute, de blessure pour Baldé pour jouer un match, eh bien, imagine tu fais jouer Baldé, il se blesse au bout de 10 minutes, par exemple. C'est un exemple. Imagine tu le fais jouer, il se blesse au bout de 10 minutes, tu perds Baldé, et imagine tu perds le match. Donc tu as perdu le match et Baldé, plus tu l'as perdu pour le reste de la Liga. Et imagine, sans Baldé, c'est plus compliqué et tu perds en plus la Liga. Non pas que, je dis pas que Baldé est tellement important que s'il est pas là, on va pas gagner la Liga et la Ligue des Champions. Ça, je ne le pense pas. Même s'il est très important à l'équipe, je pense pas que ça soit un élément non plus décisif comme Lamine Yamal ou Pedri, par exemple, ou même Rafinha. Mais c'est un joueur important de l'équipe, effectivement, mais je prendrais pas ce risque-là, personnellement. Et le coach ne le prendra pas non plus. Apparemment, les dernières news qui sont sorties, c'était que Baldé ne sera pas convoqué pour l'Inter. En tout cas, il n'a pas repris l'entraînement collectif. Lewandowski l'a repris là. Donc Lewandowski prendra part au match. Pas forcément en tant que titulaire, je pense pas. Mais il rentrera en deuxième mi-temps, je pense, contre l'Inter. Si besoin, évidemment. Si jamais tu gagnes 18-0, t'auras peut-être pas besoin, mais ça m'étonnerait. Mais sinon, oui, Lewandowski pourra jouer. Baldé, franchement, je pense pas. Et non, je suis pas d'accord avec ce genre de risque à prendre. C'est la santé du joueur après tout. Pour un match, certes, oui, si tu perds, ça fout la haine. Mais comme je l'ai dit, qui est Baldé ou pas, tout ne se joue pas sur ça. Je ne suis pas sûr, non. Franchement, je ne le pense pas. Ensuite, il y a Ousmane qui dit « Salut Café, salut frérot. Lorsque tu vois que Dani Rodriguez fait plus que Fati, ne penses-tu pas que le train est déjà passé pour lui ?» Bon, alors je vais pas vraiment... Ouais, bon, on va répondre un petit peu, mais... Fati, de toute façon je pense que je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est un peu, voilà, j'y crois plus trop, disons. Que le train pour moi il est déjà passé, que c'est un petit peu trop tard et j'y crois plus trop en Fati. Maintenant, concernant Dani Rodriguez, c'est vrai qu'il a beaucoup tenté, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup tenté dans le match, beaucoup osé des choses, même si ça n'a pas forcément marché ou c'était pas des choses qui ont apporté vraiment beaucoup de danger, mais en tout cas il a essayé, je trouve. Et je trouve ça dommage qu'il ait reçu quelques critiques ou que certains... J'ai vu des gens sur Twitter presque l'insulter ou dire ouais, c'est qui cette mierda, genre il sert à rien, des trucs comme ça. Les gars... Il y a des gens sur les réseaux, ils pensent trop que parce que tu es sur les réseaux, tu peux manquer de respect à tout le monde, tu peux insulter tout le monde juste pour un match de foot. C'est une dinguerie, c'est une folie. C'est une folie. On vit dans un monde de psychopathes. Les gens sont pas éduqués, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc le mec joue ses premières minutes en équipe première, il vient de démarrer, il a déjà suffisamment de pression. Apparemment, il faut lui rajouter un petit peu plus de pression sur les épaules. Genre s'il fait pas la différence, c'est de sa faute, limite si on gagne pas le match. Ah, les gars, il vient de démarrer. Calmons-nous. Calmons-nous.
Mais après, comme tu l'as dit, oui, au final, j'ai trouvé qu'il a tenté un petit peu plus de choses que Fati. Maintenant, ça se voyait qu'il avait la pression. Il n'a pas été au niveau qu'il peut afficher dans certains matchs. J'ai déjà vu des matchs de Dani Rodriguez, j'en ai vu plusieurs quand même. Je trouve qu'il a du talent. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il est prêt à venir en équipe première? Peut-être pas. Faut pas oublier aussi, je l'ai précisé, mais bon, il y en a qui savent pas trop, qui connaissent pas aussi le contexte. Mais Dani Rodriguez revient de blessure en plus de ça. Il était même pas vraiment titulaire avec la B parce qu'il revient de blessure. Il a commencé la saison en tant que titulaire, mais après il s'est blessé, après il est revenu, mais après il a rechuté, je crois. Bon, là il s'est reblessé encore. C'est un joueur qui a tendance à beaucoup se blesser déjà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, malheureusement. Donc là il était de retour de blessure, tu vois. C'est pour ça que je trouvais ça étonnant qu'il soit titulaire déjà, mais c'est comme ça et il faut le prendre en compte aussi. Faut le prendre en compte. Et les gens, je sais pas, ils pensent trop que ils pensent trop que les réseaux sociaux ça protège de tout, que tu peux te comporter n'importe comment juste parce que tu parles sur les réseaux sociaux. C'est une folie. On se rend pas compte, je crois. Ensuite, il y a la flemme qui dit Hector Ford, pourquoi personne n'en parle? Pourquoi forcer sur Koundé alors qu'il gagnerait à prendre du rythme? Hector Ford, défensivement, c'était compliqué en vrai. Offensivement, on sait qu'il peut apporter, il a la qualité, voilà. Maintenant, sur tout un match 90 minutes, mais ça je l'ai précisé aussi dans le débrief d'hier, il a tendance à physiquement pas être au niveau. C'est compliqué pour lui de jouer des matchs en entier déjà, je pense. Et c'est ce qu'il a fait hier. Et on a vu un Hector Ford qui par moments était dépassé défensivement. Peut-être que c'est soit de la concentration, soit physique, soit il n'a pas la fraîcheur pour faire des retours défensifs, ce qu'on pourrait comprendre parce que l'équipe d'Hansi Flick propose un football assez intense, assez offensif, et faut pouvoir les faire, les retours défensifs de 50-60 mètres. Courir vers ta défense, revenir en défense. Faut pouvoir le faire. Baldé peut le faire, mais Baldé, il a une condition physique beaucoup plus développée. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, physiquement, il est beaucoup plus développé qu'un Hector Ford. Donc voilà, il faut aussi le prendre en compte. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'il s'améliore défensivement, Hector Ford, mais offensivement, on voit qu'il a quelque chose qu'il peut apporter. On a vu des combinaisons avec Lamine Yamal, tout ça, hier qui était intéressante. Même il a failli marquer un but, il a failli marquer un beau but sur une belle passe de Lamine Yamal, tout ça. Donc c'est voilà, je sais pas si personne en a parlé ou tout le monde en a parlé, mais oui, il peut suppléer un peu plus Koundé, je pense. Prendre un petit peu de rythme comme tu dis et jouer dans certains matchs qui sont assez faciles comme là contre Valladolid. Maintenant il faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de rotations et même Flick l'a dit, il a dit voilà j'en suis conscient mais je suis content qu'on ait gagné mais c'est vrai qu'avec une équipe où il y a énormément de changements dans le 11 c'est normal qu'il manque des automatismes et que ça soit un peu plus compliqué. Même contre Valladolid qui sont les derniers, ils vont jouer contre le Barça, donc ils vont donner leur vie juste pour le match, un peu le côté prestige. Et c'est pas étonnant que des joueurs comme ça galèrent un petit peu. Nous, ça nous arrange pas, notre côté supporter, on veut que le Barça gagne, on veut qu'on mette plein de buts, on veut gagner la Liga, donc on s'en fout des joueurs qu'il y a sur le terrain, on veut gagner, tu vois, il n'y a pas de truc comme ça. On prend pas en compte tout ça. Et il faut prendre en compte le fait qu'il y ait énormément de changements dans le 11, qu'il y ait énormément de jeunes joueurs et que ces joueurs-là ne jouent pas souvent ensemble en plus de ça. Donc il y a un manque d'automatisme, tout ça c'est normal. Mais on a déjà vu Hector Ford jouer dans certains matchs avec un 11 type on va dire, ou un 10 type plus lui, il avait été performant. Et ça se voyait pas tant que ça qu'il avait des lacunes, on va dire, défensives, tout ça. Parce que à côté, t'avais une équipe bien en place, avec tous les automatismes. Mais là, il y avait tout un 11 qui était changé, quoi. Mis à part Pedri et qui c'est tout. Mis à part Pedri, qui est d'habitude titulaire, vraiment? Gérard Martin, dernièrement? Ok. Donc, ouais, faut le prendre en compte. Ensuite, il y a Michaud Lucas qui dit salut café, salut frérot, faut parler du cas Ter Stegen même si c'est un retour, il respire pas la confiance. J'ai pas trouvé spécialement. Alors oui, Ter Stegen ne respire pas la confiance de base. C'est je pense que c'est pas forcément lui qui respire pas la confiance, mais c'est plutôt la vision qu'on a de lui déjà. On a une vision d'un Ter Stegen qui est en manque de confiance, qui est pas serein. On prend un premier but, ils font des gros plans sur sa tronche, qui est pas content, et direct on revoit un petit peu les fantômes du passé ou les cauchemar passé. Mais je pense que c'est notre vision en fait, notre vision à nous du passé, de voir Ter Stegen qui fait des ratés, fait des boulettes ou en tout cas ne bouge pas dans ses cages, regarde le ballon passer, des trucs comme ça sur les dernières saisons. Mais je n'ai pas trouvé qu'il ait fait vraiment un mauvais match. Le but qu'il prend, comme je l'ai expliqué hier, je pense que pas grand monde peut faire mieux, tu vois. En soi, il est pris à contre-pied, le ballon il est contré, elle rebondit par terre, ça part avec un effet, elle part de l'autre côté. Bon, ça peut arriver de prendre un but comme ça, que ce soit Ter Stegen ou un autre, je pense.
Maintenant, après, il a fait d'autres interventions, il a fait ses arrêts. Moi, je pense vraiment qu'il y a, par rapport à Ter Stegen, il y a un gros, je sais pas comment le dire, sur son, comme tu dis, sur sa confiance, tout ça, je pense qu'il y a une grande part de responsabilité, on va dire, c'est le côté supporter, parce que c'est notre vision de Ter Stegen. Et moi-même, j'ai cette vision-là de Ter Stegen. Moi, je pense que Ter Stegen ne respire pas la confiance. Sur les dernières saisons, on voit un Ter Stegen qui respire pas la confiance. Ça se voit qu'il est pas très serein, qu'à la moindre frappe, on peut encaisser. C'est ce qui s'est passé en début de saison. Sur les premières frappes, les moindres frappes, on prenait des buts. Et moi-même, j'en avais un peu marre de Ter Stegen. Je le cache pas, tu vois. Et j'aimerais qu'on aille chercher un autre gardien de but. Oui, je pense que Ter Stegen doit s'en aller et on doit tourner la page avec Ter Stegen. Comme à l'époque où il fallait tourner la page avec Piqué, même s'il a apporté au club et tout ça, que Piqué c'est une légende du Barça, même Jordi Alba, il fallait passer un peu, tu vois, tourner la page avec ces joueurs-là, ils étaient un peu trop dépassés. Même on avait une image, une vision d'eux qui était celle-là aussi. À la moindre erreur, au moindre truc, on voyait déjà toutes les remontadas passées, les dingueries qu'ils avaient fait pendant des années. Et on était là, ouais, c'est plus possible, tu vois. Mais c'est l'accumulation. Et c'est un peu pareil, Ter Stegen. Les supporters ont cette vision-là, je pense, de Ter Stegen. Détient un but, gros plan sur Ter Stegen, le réalisateur là qui fait bien exprès. Ter Stegen qui est là comme ça. Et nous, on est là, voilà Ter Stegen, voilà Ter Stegen. C'était obligé, mais en soi, comme je l'ai dit, je pense que n'importe quel autre gardien prend ce but-là et personne ne dit rien, tu vois. Derrière, il y a Lutstar qui dit que penses-tu du match de Mats? Donc ça, j'ai déjà répondu. On le titularise face au Real ou on remet Szczęsny. Je pense que, bon, de toute façon, Flick l'a déjà dit, mais je l'ai dit hier déjà, même avant de voir les déclarations de Flick, j'avais dit, les gars, il n'y a même pas de débat à avoir, parce que je pense qu'il y a une frustration aussi des supporters, ou une inquiétude plutôt. Ils voient Ter Stegen, ils disent, ah non, ils vont lui tomber dessus exprès, non, on veut pas de ce gars-là, faut remettre... Les gars, il n'y a pas de débat. Ter Stegen est revenu de blessure. Flick a voulu le mettre pour le récompenser, lui faire plaisir, machin. Mais après le match, il a dit, c'est très clair, Szczęsny est le titulaire en Ligue des Champions. Déjà Ter Stegen, je suis même pas sûr qu'il soit convocable en Ligue des Champions, parce qu'il a peut-être été désinscrit avec sa blessure pour pouvoir inscrire justement Olmo, tout ça. Et Szczęsny même peut-être. Donc déjà, voilà. Et il a dit, même dans le Classico, jusqu'à la fin de la saison, Szczęsny est le titulaire dans les cages. C'est ce que j'ai dit dans le débrief hier, mais on verra la saison prochaine s'il y a débat, s'il y a machin, là on pourra un peu être inquiet ou avoir ce débat-là, dire non, moi je veux plus Ter Stegen, je veux Szczęsny ou je veux aller chercher un autre gardien. Mais à l'heure actuelle, le titulaire et jusqu'à la fin de la saison, c'est Szczęsny. Maintenant, si on a déjà remporté la Liga et qu'il reste un match de championnat à domicile, ou alors le dernier match de championnat, je sais pas s'il est à domicile, mais vous voyez ce que je veux dire en gros, et qu'on est déjà champion, là tu peux mettre Ter Stegen, vas-y, fais-toi plaisir mon gamin. T'es le capitaine et tout, vas-y. Tu vois, on célèbre un peu tout ça. Mais en soi, les matchs importants, ce sera Szczęsny, le titulaire. Et c'est logique en plus de ça. Ensuite, il y a Youssef qui me dit confiant pour le match de mardi. Après, j'ai une question directe de Alim qui me dit juste derrière, t'es confiant pour mardi aussi. Donc les gars, est-ce que je suis confiant pour mardi? Non, pas spécialement. Je suis pas ultra confiant, je suis pas serein. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Je vous l'avoue, pour moi, c'est vraiment interrogation totale. C'est le flou. C'est le mystère. Je pense qu'il va falloir qu'on démarre beaucoup mieux le match que la dernière fois si on veut s'en sortir. Ça, c'est évident. Maintenant, ça va être un match tout aussi difficile là-bas. L'Inter est une équipe qui est difficile à jouer. Tactiquement, défensivement, ils sont très forts. Donc, c'est dur. C'est dur, il va falloir que les joueurs soient très en forme pour trouver les solutions. Eux aussi, ils ont fait tourner, eux aussi, ils ont gagné sur un petit score ce week-end. Eux aussi, ils ont joué contre une équipe qui faisait partie des derniers, 16e ils étaient, je crois, Vérone. Donc ça, les deux sont un peu au même niveau, de confiance, de fatigue peut-être. Mais voilà, c'est vraiment le flou total. Je ne saurais pas vous dire si on est vraiment favori ou pas. Je pense que par rapport à ce qu'on a vu au match aller, personne ne peut être vraiment confiant et se dire si, vous inquiétez pas, on est large favori. Bah, ça s'est pas forcément vu au match aller. Donc attention, on verra. On va voir ça demain. De toute façon, pour l'avant-match, je ferai une analyse, les gars. Je vais analyser le match aller et voir un petit peu les failles et tout ça et ce qu'on peut faire. Dernière question de Draco Melki qui dit: ne penses-tu pas que Fermin doit débuter contre l'Inter? C'est une bonne question, beau débat. Fermin, Daniel Mo. Il y a pas mal de questions, j'ai vu passer sur Pablo Torre, pourquoi il n'a pas joué. Il était blessé, les amis. Il s'est blessé au genou, donc pas convoqué et il n'a pas joué.
Concernant Fermin ou Olmo, franchement c'est une très bonne question. Les profils des joueurs sont sont pas forcément similaires, mais disons qu'ils apportent à peu près la même chose, dans le sens où c'est deux milieux assez offensifs. Je vais vous montrer un petit peu de radar en termes de statistiques par rapport à ce que peuvent apporter Fermin Lopez et Dani Olmo. Chacun avec son apport, chacun avec son profil. Certes, c'est déjà ces deux milieux offensifs qui sont très offensifs et qui apportent énormément dans la dernière passe, les passes clés, l'apport dans le but aussi, ça marque pas mal de buts ou ça fait des passes intéressantes dans la surface. Voilà, c'est des joueurs qui font beaucoup d'appels aussi. Maintenant, Olmo, c'est plus un joueur qui va être participatif au jeu. On va dire, je le vois plus comme certes, c'est un gars qui va jouer de manière directe et verticale, mais c'est quand même un milieu de terrain aussi qui va venir participer. S'il faut descendre un peu plus bas par moment, s'il y a besoin, il va le faire. Le Fermin, c'est vraiment plus c'est pas un milieu qui va avoir cette qualité. On voit des fois qu'il a un peu de déchets dans ses contrôles, dans ses passes, dans ses trucs. Donc c'est plus un milieu qui va vraiment aller droit au but, quoi. Vraiment directement. Olmo, ça peut être un peu plus, il va combiner dans les petits espaces, venir combiner avec un coéquipier. Fermin, ça va être vraiment, tu vas lui donner le ballon, il va tracer, il va courir tout droit vers le but, tu vois. Enfin, je caricature un petit peu, mais vous voyez à peu près. Donc on voit dans leur radar, on va dire, en termes de passes clés, on voit que Dani Olmo en fait légèrement plus. Il est à 99, alors c'est en pourcentage, hein, les chiffres, donc c'est par rapport à la ligue, je pense. Donc Olmo il est sur 99% et Fermin Lopez sur 96%. Donc les deux sont assez performants dans ce domaine. Maintenant il y a les passes vers l'avant, le pourcentage de passes vers l'avant et le nombre de passes vers l'avant. Donc Olmo en fait plus, mais le pourcentage de passes en avant ça doit être réussi. Fermin Lopez en réussit plus. Et surtout ce qu'on voit c'est que y a une différence aussi dans les actions défensives, c'est-à-dire dans le pressing j'imagine, ou les récupérations, tout ça, et dans les duels aussi. Fermin est un joueur qui fait plus d'actions défensives et plus performant, on va dire, plus utile dans un contre-pressing. On le voit, hein, Fermin c'est un joueur qui fait penser énormément à Gavi dans son caractère, parce que c'est un battant, un joueur qui va se battre sur chaque ballon et qui va aller presser, harceler le porteur, plus que ce que peut faire Dani Olmo par exemple. Maintenant les passes progressives c'est assez similaire, les courses aussi ça se ressemble, c'est des joueurs qui font des courses vers l'avant, j'imagine que ça doit être des accélérations, je sais pas exactement le course progressive ça doit être, donc qui font progresser le ballon avec ballon au pied, pas par la passe mais par des courses. Et Olmo fait un peu plus progresser le ballon, mais c'est pas non plus, il n'y a pas une grosse différence. Donc en termes de profil, c'est des joueurs qui sont à peu près similaires. Maintenant, il faut savoir si on a plus besoin d'un joueur qui va être utile dans le contre-pressing. Olmo qui fait beaucoup de différence par exemple dans les petits espaces. Ça, c'est pas forcément noté dans ce que je vous ai montré comme graphique. Mais Olmo, c'est généralement un joueur qui est beaucoup plus utile dans les petits espaces quand il n'y a pas beaucoup de place. Il va faire des différences sur un contrôle orienté, sur un petit dribble. Voilà, vous connaissez un petit peu les qualités de Dani Olmo. Donc à voir si Dani Olmo déjà est à 100%, c'est en pleine forme pour justement apporter vraiment, disons que la qualité qu'il a première c'est de faire des différences dans les petits espaces. Donc si vraiment il est à 100% et qu'il peut vraiment apporter un plus dans ce domaine là, il faut mettre Dani Olmo. C'est un joueur qui va t'apporter, surtout dans un match comme ça contre l'Inter où il y a beaucoup de densité axiale, beaucoup de joueurs qui vont être regroupés dans la surface et donc très peu d'espace. Donc est-ce qu'on a plus besoin d'un joueur de petits espaces ou un joueur comme Fermin qui profite un petit peu plus de grands espaces mais qui va être aussi un peu plus fort ou un peu plus utile dans le contre-pressing pour la récupération de balles? C'est la grande question. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer quand même voir Dani Olmo contre l'Inter. Je trouverais ça plus logique que ce soit lui qui joue. Maintenant, Fermin a son mot à dire. Il est très performant ces derniers matchs. Il marque souvent. C'est un joueur qui est assez important dans la rotation. Pourquoi pas le récompenser? Maintenant, je partirai plus avec Olmo personnellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match Inter-Barça. D'ici là, portez-vous bien. Passez un excellent week-end.